avec le bloc sahélien. Israël, de son côté, observe. Sa coopération avec le Maroc dans les domaines sécuritaires et stratégiques n'est plus un secret. Le Sahel devient pour Tel Aviv un théâtre périphérique, un levier d'influence, un point d'observation sur le cœur africain. Et cette nouvelle visibilité déplaît fortement à l'Algérie, qui y voit une menace directe à sa sécurité régionale. La France, elle, reste en retrait. Fragilisée, évincée de plusieurs pays sahéliens, elle tente de maintenir quelques ponts au Sénégal, au Tchad ou en Côte d'Ivoire. Mais la voix de Paris ne porte plus comme avant. Elle est contestée, usée, soupçonnée. Le vide qu'elle laisse est comblé par d'autres. Moscou, Pékin, Ankara. Dans ce nouveau monde qui s'installe, l'Afrique n'est plus seulement un territoire à conquérir, mais un terrain d'affrontement idéologique. Le Sahel, vaste, aride, meurtri, devient une ligne de fracture géopolitique, une faille dans le système international. Et dans ce fracas de nations, le peuple, lui, attend. Attend la paix, la justice, l'espoir. Mais ce peuple est aussi témoin. Il voit que les discours changent, que des figures comme Traoré osent briser les pactes tacites, que l'Algérie ne plie plus, que le Maroc n'est plus seulement un modèle, mais parfois un pion. Le Sahel ne se rendra pas. Il vacille, certes. Il souffre, sans doute. Mais il apprend à parler, à dire non, à marcher sans maître. Et cette voix nouvelle, même tremblante, dérange les empires anciens. La poussière du désert recouvre tout, sauf la mémoire. Et dans le vent du soir, on entend un murmure. Nous sommes là, nous veillons, nous ne plierons plus. Sombre, symbole de surveillance ou d'espionnage, style réaliste et analytique. Le désert ne dort jamais. Sous ses dunes immobiles, les puissances avancent en leurs pions. Ce n'est plus un simple terrain d'ombre, mais un échiquier mondial où se croisent ambitions africaines, appétits russes, intrigues turques et regards insistants venus d'Europe et d'Amérique. Depuis le retrait partiel de la France du Sahel, un vide s'est creusé. Un vide que nul ne laisse vacant. La Russie s'est engouffrée dans les brèches, offrant armement, conseillers militaires et discours de solidarité. La Turquie multiplie les accords, vend ses drones, s'insère dans la sécurité régionale et l'islam politique. La Chine, plus silencieuse, investit, construit et attend. Dans ce tumulte, le Maroc agit comme un relais occidental. Il ne déploie pas de troupes, mais il s'infiltre par la diplomatie, par l'économie, par la culture. Sa proximité avec Israël et l'OTAN, ses liens solides avec les États-Unis, le positionnent comme un acteur pivot dans la nouvelle architecture du contrôle africain. Face à cela, l'Algérie tente de bâtir un contrepoids. Elle se rapproche de la Russie, renforce ses alliances régionales, soutient les gouvernements de rupture, cherche à affirmer une souveraineté panafricaine. Elle parle peu, mais agit en coulisses, tissant un réseau discret de résistance. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger forment aujourd'hui une entité de combat politique, l'Alliance des États du Sahel, AES. Ce bloc ne vise pas seulement la sécurité militaire, mais une reconquête symbolique de la souveraineté africaine. Et dans cette reconfiguration, les cartes traditionnelles ne valent plus rien. Les frontières coloniales s'effacent dans les sables, tandis que les allégeances se redessinent. Le Sahel devient un champ de bataille diplomatique, un laboratoire d'un monde post-occidental. Dans ce théâtre mouvant, chaque geste, chaque silence, chaque alliance non dite compte. Et Ibrahim Traoré, en accusant le Maroc, n'a pas seulement jeté une pierre dans l'eau, il a lancé un défi à l'ordre établi. Pour Ibrahim Traoré, le temps n'est plus à l'attente. Il veut rompre avec l'ordre hérité,
briser les chaînes invisibles de la dépendance et surtout reconstruire le Sahel sur des bases nouvelles. Sa vision n'est pas défensive, elle est offensive. Il ne veut pas seulement protéger son pays, mais créer un front africain qui renverse les équilibres. C'est dans cet esprit qu'est née l'Alliance des États du Sahel, AES, un pacte militaire et politique entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Loin des structures occidentales, l'AES se veut un bloc de rupture, souverain, coordonné, affranchi des tutelles étrangères. Elle vise à mutualiser les moyens militaires, aligner les politiques de sécurité et affirmer une indépendance stratégique. Dans cette dynamique, Traoré joue un rôle central. Il se rend au Mali, accueille des émissaires russes, dialogue discrètement avec l'Algérie. Il veut élargir le cercle, inclure d'autres États, attirer des soutiens hors du continent, renforcer l'idée d'une défense commune contre l'ingérence. Mais cette stratégie comporte des risques. En désignant nommément le Maroc, en mettant en cause des réseaux d'influence étrangers, Traoré crée un clivage, il polarise. Certains pays africains, encore alliés de l'Occident ou du Maroc, hésitent à suivre cette ligne radicale. Pourtant, dans les rues de Ouagadougou, Bamako ou Niamey, les foules suivent. Elles applaudissent, elles scandent des slogans contre l'ancienne domination, contre le néocolonialisme, contre l'impérialisme arabo-occidental. Traoré le sait. La force d'un chef ne vient pas que de ses armes, mais de sa légitimité populaire. Et cette légitimité, il l'enracine dans une posture de confrontation. Non pas contre les peuples, mais contre les systèmes. Non pas pour la guerre, mais pour une reconquête de la dignité. Le front sahélien qu'il bâtit n'est pas qu'une alliance militaire. C'est une vision du monde, un cri géopolitique, une tentative de repositionner l'Afrique comme actrice, non plus comme spectatrice. Réunion stratégique entre Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et Abdourahmane Tiani. Table en forme de triangle, carte militaire et plan d'alliance sur la table, drapeau du Burkina, Mali et Niger en fond, ambiance sérieuse et visionnaire, lumière dramatique, style réaliste ou cinématique. Le silence diplomatique est parfois plus assourdissant que les cris. Depuis les déclarations d'Ibrahim Traoré, le Maroc n'a pas officiellement répondu. Aucune conférence, aucune condamnation ouverte. Mais en coulisses, les lignes s'agitent. Les ambassades s'activent, des pressions s'exercent discrètement sur certains pays africains pour qu'ils prennent leur distance. Devenir un hub continental. Tout cela dessine les contours d'un Maroc nouveau, tourné vers une géopolitique proactive. Mais cette posture peut heurter. Surtout dans un Sahel en insurrection où les puissances émergentes n'acceptent plus les schémas dictés par le Nord. Dans les cercles militaires sahéliens, certains observateurs estiment que le Maroc n'est plus un simple voisin. Il serait devenu un levier stratégique d'influence extérieure, opérant là où la France est décriée, là où les États-Unis avancent masqués. Pour Ibrahim Traoré, ce jeu trouble est inacceptable. Il le perçoit comme une infiltration douce, une opération sourde mais profonde. Et pour lui, qui a juré de rompre avec toutes les formes d'assujettissement, Rabat est désormais un nom qui dérange. C'était un après-midi brûlant dans Ouagadougou. Devant des microphones alignés comme des sentinelles, Ibrahim Traoré a lancé ces mots comme on lance un ultimatum. Le ton n'était pas celui d'un soupçon. C'était une conviction. Le Maroc serait impliqué dans des opérations de déstabilisation au Sahel. Il ne cite pas de preuves visibles. Mais il évoque des canaux d'infiltration, des réseaux dormants et des interventions indirectes au profit de puissances étrangères. Des mots lourds, répétés avec précision, et dans son regard, une certitude brûlée. Le Maroc n'agirait pas seul.
Selon des sources proches des services burkinabés, des structures humanitaires ou éducatives opérant au Sahel, liées à des organismes marocains ou étrangers, auraient été surveillées. Certaines auraient été soupçonnées de mener des missions d'observation, voire de collecte d'informations sur les mouvements militaires locaux ou les populations déplacées. Le chef de la transition ne s'arrête pas là. Il évoque aussi des connexions indirectes avec des groupes armés opérant dans certaines zones frontalières. Pas de collaboration directe affirmée, mais des comportements ambigus, des financements opaques. Et surtout, un enchaînement d'événements qui, mis bout à bout, dessinent un réseau de pression invisible. Dans ses propos, un nom revient en filigrane. Israël. Traoré ne le dit pas frontalement, mais il lie les alliances marocaines récentes à une stratégie plus vaste, menée avec des acteurs extra-africains pour encercler les gouvernements insoumis du Sahel. Dans les médias marocains, c'est l'indignation. À Rabat, on parle d'accusations infondées et dangereuses. Mais dans les capitales sahéliennes, certains y voient une parole libératrice. Le roi est nommé. Le masque tombe. Et les lignes commencent à bouger. Dans l'ombre des accusations lancées par Ibrahim Traoré, une autre puissance s'avance en silence. L'Algérie. Frontalière du Sahel, dotée d'une armée redoutée et d'une diplomatie rigide, Alger est plus qu'un spectateur dans cette affaire. Car derrière les mots de Traoré, c'est aussi l'Algérie qui semble menacée. Le Maroc et l'Algérie ne sont pas de simples voisins. Ils sont les deux faces d'un même drame géopolitique. Depuis des décennies, un mur les sépare, symbolique et réel. Fermeture des frontières, rivalité sur le Sahara occidental, guerre froide, silencieuse, alliances contradictoires. Et maintenant, le Sahel comme nouveau terrain d'affrontement. Alger regarde avec inquiétude les mouvements du Maroc en Afrique subsaharienne. Les alliances de Rabat avec Israël, son rapprochement avec l'OTAN, sa coopération discrète avec des puissances occidentales, tout cela est perçu comme une tentative d'encerclement stratégique. Et lorsque Traoré parle de déstabilisation, les stratèges algériens entendent un avertissement. Ce qui touche le Burkina, le Mali, le Niger, finira par atteindre les portes de Tamanrasset. Une extension du chaos sahélien vers le nord serait un cauchemar pour l'Algérie. D'autant plus que l'Algérie a affiché un soutien moral, parfois logistique, au régime militaire de la EES, Burkina, Mali, Niger. Elle défend leur droit à la souveraineté, combat toute intervention étrangère et se montre vigilante face à l'activisme israélo-marocain au sud de ses frontières. Cette configuration rappelle étrangement les schémas de la guerre froide. Deux blocs, deux visions du monde, deux approches de l'Afrique. D'un côté, le Maroc et ses partenaires occidentaux. De l'autre, l'AES et l'Algérie, appuyées par la Russie, parfois par l'Iran ou la Chine, dans une logique multipolaire. L'Algérie, patrie de la Révolution et gardienne du Sahara, ne peut rester passive. Et dans le silence de ces palais, une stratégie se dessine. Soutenir sans s'exposer, observer sans se soumettre, et surtout, prévenir l'embrasement. Carte géopolitique du Maghreb et du Sahel montrant les tensions entre le Maroc et l'Algérie. Flèches d'influence, drapeaux marocains et algériens opposés, atmosphère tendue, couleurs. Dans la chaleur étouffante d'une capitale sahélienne, sous un ciel lourd de sable et de colère, un homme s'avance vers le pupitre. Son uniforme kaki absorbe la lumière comme un avertissement. Le regard fixe, la mâchoire serrée, le capitaine Ibrahim Traoré, chef de la transition burkinabé, s'adresse au monde. Ce n'est pas un simple discours, c'est une déflagration. Sans détour, il accuse
le Maroc participe à l'empoisonnement du Sahel. Il œuvre dans l'ombre, au service d'intérêts extérieurs, pour diviser, déstabiliser et encercler nos peuples. Les mots sont tombés comme des pierres sur les cartes fragiles de la diplomatie. À Rabat, le silence s'épaissit. À Alger, les regards se tournent vers l'ouest, méfiants. À Paris et à Washington, on se consulte en urgence. Car pour la première fois, une voix venue du Sud ne dénonce pas uniquement l'ancien colon français ou les manœuvres de l'OTAN, mais pointe du doigt un allié africain devenu outil d'une géostratégie étrangère. Dans les chancelleries, on cherche à comprendre. Cette sortie est-elle un coup de colère passager, une diversion, ou bien le signe que le Sahel entre dans une ère de ruptures inédites? Mais pour les peuples sahéliens, une vérité brutale semble émerger. Les frontières ne sont plus ce qui sépare, mais ce qui expose. Le sable n'étouffe plus les conflits, il les transporte. Et dans cette guerre feutrée qui avance sans nom, les mots d'Ibrahim Traoré sonnent comme un tonnerre sur l'horizon asséché. On le surnomme le Capitaine Rouge, parfois le fils du peuple. Né en 1988 dans une région rurale du Burkina Faso, Ibrahim Traoré est d'abord un enfant du silence, formé dans les écoles du pays profond, loin des projecteurs. Il n'est ni général, ni vétéran de palais. Il vient d'en bas, de ce sol rouge du Sahel, où chaque pas soulève la poussière de l'histoire. Quand il prend le pouvoir en septembre 2022, c'est à la faveur d'un soulèvement militaire contre l'incapacité de l'État à lutter contre les groupes terroristes. Il a alors 34 ans, le plus jeune chef d'État du monde. Mais il n'est pas là pour briller. Il se présente comme un homme de rupture, un homme de l'urgence. Avec ses discours incisifs, ses prises de position tranchées et son ton franc, il incarne une nouvelle génération de dirigeants africains qui ne veulent plus négocier avec les forces obscures de l'ancienne domination. Il rejette l'ordre post-colonial, remet en cause les accords militaires, s'en prend à la France et tisse des liens étroits avec le Mali d'Assimi Goïta et le Niger d'Abdourahmane Tiani. Mais surtout, Traoré parle un langage que les peuples comprennent, celui du rejet de l'humiliation, de la souveraineté retrouvée et de la dignité debout. Dans un Burkina ravagé par la guerre, son image s'élève comme celle d'un résistant, d'un chef austère mais sincère. Il n'est pas diplomate, il est capitaine. Pas stratège médiatique, mais soldat d'un peuple en feu. C'est dans ce cadre que ces mots prennent du poids. Quand Traoré accuse un pays comme le Maroc, ce n'est pas le fruit d'un calcul technocratique. C'est une alerte, une déclaration de guerre morale, un cri venu des profondeurs d'un Sahel qui refuse d'être le théâtre des puissances étrangères. Le Maroc est un royaume ancien, stratège et silencieux. Sous les dorures du palais royal et la sérénité des protocoles se cache une diplomatie d'une rare finesse. Depuis des décennies, Rabat n'a cessé d'étendre son influence, loin de ses frontières, au rythme d'une politique douce, patiente, presque invisible. Derrière cette image de stabilité et de modernité, le Maroc se projette comme une puissance d'équilibre. Il renforce ses liens économiques avec l'Afrique de l'Ouest, forme des imams, construit des mosquées, tisse des alliances commerciales avec les anciennes colonies françaises. Rabat n'envoie pas de soldats. Il envoie des banques, des entreprises, des institutions culturelles. Il séduit là où d'autres imposent. Mais cette influence n'est pas neutre. Elle est pensée, ciblée, structurée. À travers ses services de renseignement réputés, ses partenariats militaires discrets et ses accords stratégiques, notamment avec Israël depuis les accords d'Abraham, le Maroc s'affirme comme un acteur sécuritaire régional. Certains y voient une modernisation, d'autres une pénétration silencieuse au service de l'Occident.
son soutien aux États-Unis et à Israël, ses positions sur le Sahara occidental, son ambition de